le programme de ces enjeux, chaque année, est un programme constitué, conçu, réfléchi par un collectif. Et en 2019, lorsque nous réfléchissions à ce que nous allions faire, Dominique Viard a proposé l'intitulé de ces enjeux « Survivre ». Et à cette époque-là aussi, on circulait déjà dans l'air une certaine forme d'injonction à l'adaptation. Or, il se trouve que Barbara Stiegler, à mes côtés, que vous allez entendre dans quelques instants, publiait un livre très très important pour conduire aussi cette réflexion. Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique chez Gallimard, c'était en 2019. 2 livres ont suivi depuis, du Capot Grève chez Verdier en 2020, et puis bien sûr plus récemment encore chez Gallimard dans la collection Tract, de la démocratie en pandémie. Voilà. Et tout cela est extrêmement important pour nous. Je rappelle aussi que le manifeste que la Maison des écrivains et de la littérature a produit et que Jean-Yves Masson, notre président, a lu en ouvrant ces enjeux, s'intitule « La littérature est inadaptable ». Donc Barbara Stiegler est professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne. Elle est membre de l'Institut universitaire de France, responsable du master, et ça a son importance, soins, éthique et santé, et membre du comité d'éthique du CHU de Bordeaux. Et immédiatement, je cède la parole à Barbara Stiegler, que je ne saurais trop remercier d'être avec nous aujourd'hui, pour une chose qu'elle va dire. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Votre demande était que je fasse une conférence. Je vous avoue que ça m'a fait un peu bizarre parce que ça fait, après réflexion, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de conférence. Donc ça fait longtemps, quoi. Voilà, j'ai un peu perdu la main, mais c'est pas grave. Parfois, de s'arrêter de faire quelque chose pendant longtemps peut permettre de le faire mieux ensuite. C'est le principe de la friche que j'aime bien pratiquer en règle générale. Donc c'est vrai, j'ai pas fait de conférence pendant 1 an. J'ai discuté en public dans des festivals dans l'été, mais c'était pas des conférences. Et j'ai pas fait de conférence parce que les conférences, dorénavant, depuis 1 an, sont en ligne, en visio. Et pour des raisons que je vais expliquer, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas envie de faire des conférences en ligne, en visio. Ça me paraît grave de le faire ça. Et donc voilà, c'est pas possible pour moi. Je n'ai pas fait exception pour l'instant à ce principe que j'ai acté dès le moment du déconfinement. Je ferai peut-être une exception car il ne faut pas être rigide. Mais pour l'instant, je me dis là, on n'est pas en visio. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est voilà, une conférence devant quelques personnes tout de même et qui est filmée. Alors la demande de Sylvie Goudbaron était de parler du pouvoir des mots en temps de survie. Bien sûr, ce pouvoir des mots, c'est un terme qui veut, sur le plan normatif, dire beaucoup de choses, des choses positives, des choses négatives. Ce pouvoir des mots, c'est un pouvoir de destruction, c'est un pouvoir de résistance, c'est un pouvoir d'empoisonnement, enfin un effet toxique potentiel. Ça peut avoir un effet de guérison. Ça peut démolir comme ça peut reconstruire, ça peut ne pas faire grand-chose, ça peut être intime, ça peut être collectif. Bref, c'est un sujet immensément vaste. La question du pouvoir des mots dans un temps de survie. Sa demande elle vient de le dire, en fait elle vient de la lecture de « Il faut s'adapter ». Et je voudrais raconter très rapidement l'histoire de ce livre, pour essayer de vous faire comprendre qu'il s'agit bien d'un livre sur les mots et sur le langage, et en particulier dans son rapport à la survie. L'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'un langage de la survie qui nous tue à petit feu, à petit bouillon. C'est un langage qui m'a été imposé, dans lequel je baigne depuis 2 décennies, au moins. Ce langage consiste à dire que nous sommes dans un milieu hostile, marqué par la pénurie. Il n'y a pas assez de moyens et il y a trop de vivants par rapport aux ressources disponibles, trop de
pas assez de moyens et trop de besoins. Ce discours continu, il est le bain quotidien d'institutions, de nombreuses institutions comme l'hôpital, l'université et tant d'autres, l'école, et tant d'autres encore dans les entreprises, les lieux de travail. Ce langage a connu une sorte d'apothéose pour moi à partir du moment où l'université a été violemment réformée par une énième loi, la loi de 2007, sur la responsabilité et l'autonomie des universités, la loi dite LRU, la loi dite Pécresse. Ce moment-là, avec un temps de retard, puisque la loi est passée en 2007, et le monde universitaire est entré en mobilisation, en réalité, réellement en 2009, avec des tentatives en 2007 et 2008. Donc la loi étant passée, il y a eu une mobilisation, et la réflexion a tourné autour de la réforme dite néolibérale de l'enseignement supérieur et de la recherche. Moi, j'ai participé à tout ça, j'ai beaucoup appris, j'ai été mobilisée là, dans le cadre de l'université. Et à l'issue de ce mouvement, je me suis dit, au fond, qu'est-ce que c'est que une réforme néolibérale de l'université? Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouvais que ce n'était pas simple à qualifier. Pourquoi j'entends toujours qu'il faut s'adapter? Pourquoi j'entends toujours qu'il faut s'adapter en lien avec la mutation, la sélection, la compétition et l'évolution, c'est-à-dire un lexique qui vient en fait de la théorie de l'évolution. Comment un lexique venu de la théorie de l'évolution, et très spécifiquement du darwinisme et de la synthèse moderne autour du darwinisme, peut bien venir s'imposer dans le champ de l'éducation ou dans le champ de la santé. Bref, toutes sortes de questions, d'énigmes qui ont déclenché chez moi un travail généalogique au départ parfaitement solitaire. Donc pendant un premier temps, plusieurs années, j'ai fait une enquête et je me suis appuyée sur des travaux universitaires sur l'université et j'ai fini par trouver des choses. Sur ce chemin, j'ai trouvé, de même à l'hôpital, qu'on parlait sans cesse d'autonomie, on parlait sans cesse de responsabilité, et que là aussi, c'était des mots qui voulaient dire beaucoup de choses, des mots de pouvoir, des mots qui pouvaient nous donner du pouvoir ou qui pouvaient détruire notre pouvoir, des mots qui venaient aussi des managers. Donc je suis entrée dans le langage managérial, à la fois avec les hospitaliers que je forme et qui me forment à travers le master soins éthique et santé dont parlait Sylvie Goud-Baron, et puis avec les universitaires, les enseignants plus généralement. J'ai découvert dans les mêmes années, qui ont été celles où j'ai conçu le livre « Il faut s'adapter », ça a été sur un temps long, la langue de l'éthique, de l'éthique biomédicale notamment, comme une langue qui est chargée de pouvoir. Là encore, donc, par exemple, le mot d'autonomie, le mot de consentement, le mot de consentement éclairé, tous ces termes qui saturent l'éthique médicale, qui sont à la fois des mots potentiellement libérateurs, potentiellement aliénants. Donc ce travail sur les mots m'a accompagnée, a été le mien en fait, sans cesse. Au moment où la demande m'a été faite, je venais de publier, j'étais en train d'écrire à toute vitesse ce tract de la démocratie en pandémie que j'ai inscrit assez rapidement dans le sillage de Victor Klemperer. Parce que le mieux, je pense, c'est de vous lire l'exergue. Une citation que j'ai retenue au début du chapitre qui s'appelle « Le déconfinement ». Le déconfinement, l'immense déception d'une société déconfite du 11 mai au 31 août 2020. C'est donc le deuxième chapitre du tract. Donc, citation de Klemperer, la LTI, la langue du Troisième Reich. Mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place. Elle dirige aussi mes sentiments, elle régit tout mon être moral, d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle. Et qu'arrive-t-il si cette langue cultivée est constituée d'éléments toxiques? J'ai coupé un peu la citation. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde. Ils semblent ne faire aucun effet. Et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir.
Quand j'ai lu cette phrase, ça a été pour moi tout à fait saisissant parce que ça disait très très bien ce qui était en train de se passer dans mon milieu, le milieu universitaire, un milieu dans lequel on manie les mots, dans lequel on est censé avoir un certain pouvoir sur les mots par la réflexivité qui est la nôtre, par le fait qu'on, depuis des décennies, on analyse des sujets, on travaille sur l'ambivalence des mots. Bref, on n'est pas entièrement pris par les mots, on a nous aussi une prise sur les mots. Et ce qui m'a frappé dès le 17 mars, c'est le basculement dans un régime qui existait d'ores et déjà depuis longtemps, hein, sinon le basculement n'aurait pas été possible. Dans un basculement dans une situation dans laquelle les enseignants-chercheurs se sont mis à être massivement agis par des mots aberrants, des mots dangereux, des mots toxiques, sans même s'en rendre compte. Et c'est quelque chose qui m'a énormément frappée. Le problème préexistait, mais là, la chose s'est démultipliée avec une très grande violence. Alors, mon idée en écrivant ce livre et en prenant la parole par ce livre, une parole certes écrite, mais une parole qui donne aussi la parole, eh bien, c'était de pouvoir reprendre la main sur ces mots, parce que ma conviction, c'est que les mots sont liés aux mains, c'est-à-dire que les mots ont un pouvoir de nous transformer, un pouvoir aussi pour nous de transformer les choses. L'idée qu'il y aurait d'un côté les mots et de l'autre le faire, l'action, me paraît extrêmement, évidemment, dangereuse. Donc, perdre la parole, c'est perdre aussi la possibilité d'agir, et reprendre la parole, c'est reprendre potentiellement la possibilité d'agir. Donc, il s'agissait de ça, et de ce point de vue, c'était une question de survie. Au même moment où ce livre a commencé à s'imaginer, plutôt à infuser sans même que j'imagine écrire un livre, eh bien, j'étais, comme tout le monde, enfermée pendant des mois. Ensuite, semi-enfermée, puisque mon milieu professionnel s'est confiné pendant 1 an et continue de se confiner, avec parfois un certain accommodement à la situation qui doit tous nous interroger, que nous ne trouvons pas dans d'autres milieux, pas dans le milieu de la culture, par exemple, d'après ce que je peux en percevoir, pas dans le milieu de l'éducation en général. Donc l'université est confinée depuis 1 an, semble-t-il, sans véritablement résister. Du côté des étudiants, en revanche, il y a un appel à la résistance, du côté d'une partie d'entre eux, une grande partie d'entre eux. Du côté du pays, j'ai envie de dire, oui, il y a un appel à la réouverture des universités, mais du côté de l'université elle-même, il y a un confinement qui interroge. Donc moi-même, je me suis retrouvée dans cette situation. Ma chance, ça a été lié à « il faut s'adapter », ça a été qu'on vienne vers moi en plein confinement, le premier, que des gens m'appellent, qui avaient mon numéro de téléphone, qui avaient beaucoup d'audience, m'appellent pour me demander de parler. J'ai au début beaucoup hésité. J'ai dans un premier temps dit je ne veux pas parler de ce qui se passe, c'est trop récent, j'ai besoin de ne pas parler. Et puis au bout de 3 semaines, j'ai donné un entretien dans Le Monde et j'ai parlé du virus, de la pandémie, j'ai pris ce risque. Je suis contente de l'avoir fait et ça m'a permis de reprendre la parole. Et le fil conducteur, ça a été donc l'analyse des mots. L'autre chance que j'avais, parce que je pense que c'est important d'être conscient aussi des chances qu'on a, c'est que depuis 10 ans, je m'occupais de ce master soins éthique et santé, et donc j'avais fait tout un travail depuis une dizaine d'années sur la santé publique, sur les politiques publiques de santé, ce qui n'est pas exactement la même chose, sur l'hôpital, etc., etc. Donc je me trouvais en fait pas complètement démunie face, même si j'étais comme tout le monde tout à fait déstabilisée, par ce qui nous arrivait. Donc, au même moment, la parole collective, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça veut dire plutôt beaucoup de choses, s'est tue. La parole collective s'est tue. Alors, de mon côté, ça veut dire que la conversation qui traverse nos milieux de recherche, d'enseignants, d'enseignement, d'université,
nos milieux de gens qui faisons des conférences, qui faisons des interventions, qui faisons des cours, toute cette conversation informelle qu'on a au téléphone, qu'on a quand on se voit, qu'on a quand on mange ensemble, toute cette conversation informelle qui paraît pas très importante, en fait, elle s'est effondrée, purement et simplement. Et elle a cessé, massivement, depuis 1 an. Et là, on se rend compte à quel point elle est précieuse, en réalité. Donc, cette parole collective, qui n'est pas celle d'un porte-parole, qui est une conversation informelle, un buissonnement bruissant, a disparu, brutalement. Et une autre parole a totalement disparu, celle de la rue et des mobilisations dans la rue, au même moment. Ça fait quand même beaucoup. Et par contre, la parole médiatique n'a jamais été aussi entendue, écoutée, puisque c'était, finalement, il ne nous restait que ça. Et au milieu de ça, donc on a un discours collectif, je ne sais pas comment appeler ça. Oui, des discours collectifs se sont échafaudés qui allaient à peu près tous dans le même sens. Et toute autre forme de discours a été soit détruit, tout simplement, n'existait plus, impossible, soit disqualifié. Par exemple, j'ai été très frappée par le fait que nous parlions, alors des gens se parlaient encore au supermarché, au téléphone, en marge d'une conférence en visio, d'une réunion en visio, il y avait des vagues de trucs qui subsistaient. Et les gens, dans ces cas-là, disaient le Covid ceci, le Covid cela. Et puis, je ne sais plus à quelle date, j'ai oublié, un jour on a dit non, il faut dire la Covid. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire et tout le monde s'en souvient, je pense. Ça a été un moment, normalement, dans une vie normale, ça n'aurait intéressé personne. Là, c'est devenu retentissant. Donc, ils s'y sont mis à plusieurs. L'Académie française, France Culture. Et c'était quelque chose que j'ai trouvé mais totalement déplacé, absolument, en fait, scandaleux. Les gens arrivaient encore vaguement à se parler. Ils parlaient d'une chose qui s'appelait le Covid. Même ça n'était pas possible. Il fallait dire là. Évidemment, personne ne pouvait dire là, à part les professionnels du secteur, journalistes ou professeurs épidémiologistes. Donc évidemment, immédiatement, s'est créé une disqualification ridicule, même pour ceux qui disaient là, à savoir qu'ils dénonçaient leur place sociale aussitôt, leur statut d'expert. Les autres continuaient à dire le, sentant que c'était une sorte de stigmate social pour ceux qui étaient au courant. Bref, j'ai trouvé ça assez incroyable et moi j'ai pris la décision très assumée, puisque moi je continuais beaucoup à parler avec beaucoup de gens. Ça a été ma lutte, la poursuite de ma grève, celle que je raconte dans le livre de Verdier. J'ai dit, moi, faites ce que vous voulez, mais moi je dirais le Covid. Et je suis sûre que nous gagnerons. Et effectivement, ça n'a pas tenu plus de 3-4 mois, cette histoire. Plus personne ne dit la Covid, sauf vraiment dans des réunions hyper spécialisées. Alors, tout ceci pour dire l'attention extrême qu'il faut avoir aux mots. Donc à partir de là, c'est mis en place la langue du Covid. Je vais l'appeler comme ça. Une langue du Covid parfaitement écrasante, qui a absolument tout détruit sur son passage, sans contre-discours possible, ou alors, si, avec un contre-discours possible, entièrement fabriqué, qui est celui de l'adversaire, un adversaire fabriqué par le spectacle médiatique notamment, mais pas seulement, par le spectacle politique aussi. L'adversaire étant, vous le connaissez tous, un grand interlocuteur auquel il s'agit vraiment de donner toute sa place, qui est à la fois raoutiste, rassuriste, complotiste, parmi 1000 autres, enfin pas 1000, mais quelques dizaines de déterminations que tout le monde connaît par cœur. Donc une chose s'est mise en place, voilà, un discours dominant, et puis un contre-discours qui ne peut être que celui-là. À partir de là, quand vous parlez à des gens, ce qui se met en place, c'est dans le regard, parce que même s'ils ont le masque, on voit les yeux, c'est de quel côté se trouve-t-elle. C'est donc, à partir de là, très compliqué de discuter, très compliqué de poursuivre une quelconque forme de conversation. Alors, à partir de là, des mots se sont mis à saturer notre imaginaire, notre bouche, notre façon de penser, notre intimité, qui, à mes yeux, sont apparus comme des poisons parfaitement toxiques.
qui ont commencé à gagner sans possibilité de mettre en place des barrières collectives, ce qu'on peut faire quand on fait un colloque et qu'on dit écoutez, ce mot, c'est vraiment pas possible. Voilà, ça s'est mis en place comme ça. Il y a eu une logique assez virale, une logique de contagion, c'est-à-dire que plus vous entendez le mot, plus vous-même vous mettez à le répéter. Et je vais vous donner un exemple, pour moi le plus spectaculaire, un des mots les plus effrayants, que j'ai vu coloniser pratiquement tous les gens autour de moi, à part quelques exceptions qui pourraient se compter sur les doigts d'une main, et qui pour moi trahit quelque chose comme un syndrome de glissement. On appelle ça le glissement dans les EHPAD. Vous savez, le moment où on abdique, le moment où on se lève de moins en moins, on mange de moins en moins, on discute de moins en moins, on abdique. Et donc il y a eu un glissement comme ça, du fait de la situation qui nous était imposée aussi, mais pas seulement. Et le mot, c'est un couple de mots, c'est distanciel, présentiel. Alors, ces deux mots, distanciel et présentiel, pratiquement tout le monde aujourd'hui les utilise. Je connais peu de gens qui ne les utilisent pas. Ces deux mots, ils existaient avant. Ils ont été inventés dans le contexte du virage numérique, de la numérisation, de la digitalisation de nos activités, dans le monde du travail d'une part, et tout particulièrement dans le monde de l'éducation, et en particulier dans le monde de l'enseignement supérieur, dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, dans un premier temps, au premier confinement, ce n'est pas ces mots qu'on a utilisés. Dans un premier temps, on a parlé surtout de continuité pédagogique, et nous avions donc des plans de continuité pédagogique, des PCP, qui sont en fait des plans de continuité des activités. C'est de la traduction de l'anglais Business Continuity Plan. Et en fait, moi, je me suis immédiatement interrogée sur une situation dans laquelle les enseignants-chercheurs suivaient des plans de continuité des activités. J'ai trouvé ça très étonnant. Il n'y a pas eu la moindre discussion dans mon environnement sur ces plans. Les plans, on suivait les plans. Très bien. Alors, moi, j'ai fait une petite enquête dans mon isolement radical. J'avais quand même un ordinateur, comme beaucoup de gens, et j'ai commencé à chercher. J'ai découvert qu'il y avait un Business Continuity Institute, un institut de la continuité des activités, qui dispense des formations dans le monde entier à des organismes extrêmement importants. Hein. Et cette histoire-là, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une réflexion sur le management des risques, ou ce qu'on peut appeler aussi la gestion des risques. Donc c'est tout à fait théorisé. L'idée générale est que nous entrons dans un monde qui non seulement est complexe, ça c'est ce qu'on entend depuis les années 20, 30, on trouve ça chez Lippmann, hein, la complexité du monde mondialisé, qui fait que la démocratie est compliquée et qu'il vaut mieux remettre les décisions à des experts et des dirigeants. Mais donc ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est de dire ce qu'il n'y a pas chez Lippmann, ce qu'il n'y a pas dans ce nouveau libéralisme des années 20-30, des années 30 plutôt, c'est de dire nous sommes entrés dans un monde non seulement complexe, mais un monde de catastrophes récurrentes, un monde dans lequel il va y avoir des crises systémiques, permanentes, sanitaires, écologiques, évidemment le risque terroriste est tout le temps là, en permanence. C'est comme ça ne changera jamais, puisque c'est le prix à payer de la mondialisation, et donc il n'y a pas à revenir là-dessus, c'est une sorte de nouvelle donne. Et donc ce qu'il faut, c'est mettre en place des sciences de gestion des risques. Et c'est comme ça qu'on a pensé les plans de continuité d'activité, hein, qui donc sont théorisés dans les grands ministères sensibles, type ministère de la Défense. Le plan de continuité des activités, PCA, qui a été envoyé au ministère de l'ESR, Enseignement supérieur de la recherche, qui donc était censé guider ce que moi je devais faire, avait transité par tout ça. Aucune discussion scientifique, conversation entre chercheurs, conversation politique, rien, pas un mot sur ces choses. Ça, c'était un premier temps. Mais ce que j'aimais bien dans cette phase, c'est qu'on disait au moins faire ça par visio, donner des cours par visio, pensait-on, parce que moi je considère que ça n'est pas possible, je reviendrai peut-être là-dessus, c'est en mode dégradé.
Donc, dans les plans de continuité d'activité, au moment où il y a des catastrophes, on passe en mode dégradé. J'aime bien ça parce qu'au fond, c'est clair. C'est dégradé. Ensuite, c'est mis en place quelque chose de beaucoup plus toxique. Fin des plans de continuité d'activité, déconfinement. Et là, ce qui se met en place, c'est distanciel ou présentiel. Partout. Avec l'idée que c'est soit l'un, soit l'autre. Et au fond, on se met à parler d'un cours qui n'a pas lieu et qui est remplacé par une diffusion sur Internet, par voie numérique, on se met à parler de distanciel. Et pour désigner un cours qui a lieu, on se met à parler de présentiel. Alors en soi, on pourrait se dire, ce n'est pas grand-chose, comme dans la citation de Klemperer, on pourrait se dire, écoutez, c'est pas très grave, mais en fait, en reprenant ce duo infernal, en réalité, on importe en nous, dans nos pratiques et dans nos manières de penser et de sentir, quelque chose qui, à mes yeux, est parfaitement toxique. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire présentiel ? Si on dit, on veut parler d'un dîner qu'on a fait au restaurant, on ne va jamais dire qu'on a fait un dîner en présentiel. Sinon, pour rigoler. On ne dira pas, oui, j'ai fait un dîner avec des amis. Ah bon, il était en présentiel ou en distanciel ? Non, personne ne le fera, puisque dîner ensemble, c'est être ensemble. Hein. Mais réellement, je veux dire, c'est partager ensemble un repas. Tout le monde sait l'importance, à divers titres, il y en a plein de précédents historiques, du repas partagé ensemble, et puis on sait la valeur anthropologique de la chose. Donc ça ne se discute pas. Un dîner, soit il est fait ensemble, soit il n'existe pas. Voilà. À partir du moment où on dit un cours en présentiel, eh bien on dit c'est pas comme un dîner. Ça peut avoir lieu alors qu'on est tout seul. Et évidemment, pourquoi pas ? Mais ça mériterait quand même d'être discuté. Ce n'est pas discuté. À partir du moment où on parle de distanciel et de présentiel, à propos d'une activité, on considère que cette activité peut se passer aussi bien en présence que seul devant son écran. Les deux sont possibles. Ça veut dire que le fait de se voir, d'être co-présent, est une option. Donc à partir de là, c'est clairement posé. Et puisque c'est une option, on va peut-être se demander si cette option n'est pas un peu trop coûteuse, puisqu'en fait, être ensemble, ça a un coût considérable. Hein. Pour être ensemble à l'université, il faut prendre une chambre dans une ville. Une chambre dans une ville, ça peut coûter hyper cher pour un étudiant. Pour un enseignant, très souvent, il faut prendre le TGV, il faut louer une chambre d'hôtel, c'est très cher. Il faut s'organiser tous dans nos agendas, c'est hyper contraignant. Donc à partir du moment où les deux sont possibles, syndrome de glissement, écoutez, faisons ça après tout finalement, à distance, c'est beaucoup plus simple, c'est moins cher, c'est moins coûteux. Là, on a quelque chose qui se met en place qui est peut-être un virage numérique irréversible et qu'on met en place par notre propre langage. Donc la question à laquelle nous invite cette langue du Covid, je vais donner deux, trois autres exemples, c'est à la question de savoir, au fond, ce que j'appellerais une aïdétique. Au fond, qu'est-ce qu'un cours ? Qu'est-ce qu'un cours ? Bien sûr, on est dans un moment où, avec l'hégémonie d'une certaine vision du monde qu'on peut qualifier facilement de, sans trop risque de se tromper, néolibérale, un cours, c'est quelque chose dans lequel un individu capitalise des connaissances, des informations, des performances, des compétences et dans un parcours d'évaluation. À partir de là, effectivement, il n'a aucune nécessité à être avec d'autres au même endroit. Si en revanche, on comprend un cours comme la création d'un collectif qui va durer au moins quelque temps et qui va modifier les uns et les autres de manière profonde et durable, une véritable aventure intellectuelle dans laquelle on ressort changé par le fait de s'être affectés les uns les autres, évidemment, ça ne pourra pas se dérouler si simplement de cette manière. Parmi les autres mots qui m'ont beaucoup intéressé dans cette circonstance, bien sûr, il y a eu le mot de relâchement. Le relâchement, hein, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'était le relâchement ? Qu'est-ce que c'est ? Alors le mot est moins utilisé aujourd'hui pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais qui me semblent assez claires. Mais revenons au moment du relâchement. Le moment du relâchement, ça a été entre le mois de mai et le moment où la question des étudiants s'est imposée dans le débat, et la souffrance des étudiants aussi. Le moment du relâchement, ça a été l'idée que si des gens se réunissent
Et en particulier, si ces gens sont jeunes et se réunissent pour se revoir, eh bien, ils sont dans quelque chose, dans une conduite à risque, pour eux-mêmes et pour les autres, qui dénote en fait des pulsions qu'ils ne parviennent pas à réfréner. Ça, c'est une certaine manière de qualifier des faits qui, d'un point de vue de santé publique, peuvent être requalifiés de manière strictement opposée, à savoir que des jeunes qui ont été enfermés pendant 2 mois, s'ils se revoient dans des parcs ou dans des lieux ou sur des quais de fleuves, eh bien, en fait, ils sont en train de faire une démarche de restauration de leur propre équilibre mental. Donc, la même chose qui s'appelle relâchement dans la bouche du préfet Lallemand ou de Olivier Véran peut s'appeler une conduite de restauration de l'équilibre mental des uns ou des autres. Ça, c'est fondamental. C'est une question de qualification des faits. Quand le mot de relâchement, je l'entends dans mon propre contexte professionnel, par exemple, il se trouve que je suis membre du conseil de surveillance de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, la seule réunion à laquelle j'ai pu assister pendant ce contexte, cette aventure épidémique, j'ai entendu immédiatement auprès de gens que j'apprécie, que j'estime, le mot de relâchement qui a saturé toute la réunion. Donc c'est là où on voit que le choix des mots est absolument décisif. Au même moment, en rafale maintenant, parce qu'il faut que je conclue quand même, au même moment, on a eu des choses comme la réouverture du Puy du Fou et l'interdiction du marché de la poésie. Donc le déchaînement d'un arbitraire dans le rapport aux mots, puisque bien sûr le Puy du Fou, c'est une mise en scène qui est aussi une qualification par les mots de notre propre histoire, vous le savez. Donc le marché de la poésie, c'est aussi l'occasion pour des paroles précises, précieuses, potentiellement fragiles, de pouvoir se retisser ensemble à un moment quelque part dans une unité de lieu. On a assisté à cet arbitraire qui m'a profondément marqué, qui a été un des déclencheurs, entre autres, de la rédaction du tract. On a eu aussi la fabrication d'un monde binaire, entre d'un côté, monde binaire qui préexistait, puisque nous avions au pouvoir des gens qui ont été élus sur cette binarité, dans une logique un peu ami-ennemi, dans une logique schmittienne, ami-ennemi. Donc, cette logique, c'est quoi ? C'est, vous vous souvenez de 2017, les progressistes et les populistes. Eh bien, cette même structure a été complètement décuplée par l'épidémie et elle a commencé à coloniser les esprits, en fait. Et les progressistes d'un côté et les populistes de l'autre sont devenus ceux qui sont responsables et qui veulent s'occuper de notre santé quoi qu'il en coûte. Voilà, responsables, gestes barrières, tout ce qui va avec, toute la panoplie. Et puis, en face, les rassuristes, populistes, toujours les mêmes, complotistes, raoutistes. Donc, la même structure, en fait, qui a été décuplée par l'épisode qu'on vient de traverser, dans lequel nous sommes encore, parce qu'il s'est mis à traverser toute notre vie. C'est-à-dire comment on mange, à qui on parle, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on fait ses courses, que fait-on, mais dans tous les instants de notre intimité, à la limite même, est-ce qu'on sépare les chambres, enfin, voilà. Donc, c'est quelque chose qui préexistait, mais qui a été amplifié. Et dans ce monde-là, le monde de la culture, ce que nous sommes en train de faire là, a été renvoyé au monde du plaisir, et du divertissement, du relâchement, donc de choses qu'il faudra attendre, une durée indéterminée, plusieurs années peut-être, avant d'y revenir, plusieurs années s'il le faut. Avec cette fameuse, je ne reviens pas dessus, distinction entre l'essentiel et l'inessentiel. Bien sûr, dans ce monde-là où nous avons toujours 2 camps, eh bien, c'est la même chose que de faire la fête jusqu'à plus soif, donc la modalité du relâchement, et de vouloir voir ses étudiants pour poursuivre un travail de séminaire, pourtant vital pour eux et pour nous, pour qualifier ce qui nous arrive, par exemple, dans un master soins éthique et santé. C'est le même camp. Donc, il faut le faire, c'est-à-dire ne pas le faire, chacun sur notre ordinateur, c'est-à-dire détruire le master, et contribuer à la destruction ou à la démolition partielle de gens qui sont par ailleurs en train d'intuber
des patients dans les secteurs Covid ou en train d'essayer de tenir à bout de bras des handicapés, des gens en fin de vie dans les secteurs non Covid. Donc, voilà à quoi on a été confronté et à quoi on est confronté encore, toujours aujourd'hui. 3 voies pour moi pour lutter contre cette catastrophe dans laquelle nous avons nous-mêmes glissé. Eh bien, d'abord, tout faire pour reconstituer le bruissement politique indispensable à toute vie politique. Politique au sens étroit du mot, au sens de la politique des professionnels, des représentants. Ce n'est pas péjoratif pour moi, mais il y a un bruissement politique indispensable, cette conversation informelle dont je parlais tout à l'heure, pour que la vie politique soit à la hauteur des enjeux. Ça suppose une construction collective des savoirs, et ça suppose donc qu'on poursuive dans les amphithéâtres, les théâtres, ces lieux en fait où, je ne prends pas par hasard la forme antique de l'amphithéâtre et du théâtre, ces lieux où en fait on est co-présent au même moment et on essaie de partager une rationalité et une circulation affective pour qualifier ce qui nous arrive. Ce qu'on fait dans un théâtre, ce qu'on fait dans une université, ce qu'on doit faire en tout cas. Et qui nous oblige à poser la question du partage du savoir en démocratie. Ça, c'est la première grande ligne, et c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, ma mobilisation sociale et politique, c'est de maintenir une vie de théâtre et d'amphithéâtre. Aujourd'hui même. La deuxième grande ligne, c'est qu'est-ce que c'est qu'une institution républicaine ? Une institution républicaine qui garde le pouvoir sur la langue, qui distribue le pouvoir sur la langue de manière distributive donc, et qui empêche et qui essaie de contrer les effets de domination, eh bien c'est une réflexion sur qu'est-ce que c'est qui est interdit, qu'est-ce que ça veut dire pas le droit, qu'est-ce que c'est que la règle, comment on qualifie les faits, bref, toutes les questions de droit, de résistance par le droit, de résistance par la loi, je pense que c'est fondamental et ça peut se jouer à la fois à une échelle, évidemment, ça doit se jouer à une échelle nationale, puisque c'est le Parlement, mais malheureusement de plus en plus les gouvernements qui font la loi, mais normalement c'est le Parlement, mais ça se joue aussi à une échelle ultra-locale, par exemple dans une guérilla juridique entre un président d'université qui vous dit « vous n'avez pas le droit de », un chef de service quelconque qui vous dit « c'est interdit », et puis vous-même qui regardez le décret du confinement et qui répondez « ah non, non, j'ai lu le décret, on l'a analysé, c'est vous qui n'avez pas le droit d'entraver nos droits ». Donc cette guérilla juridique, elle n'est pas seulement dans les endroits qu'on connaît, les grandes instances nationales, elle se joue aussi dans des minuscules lieux, dans les rapports au texte, dans les rapports aux mails, dans les rapports aux déclarations, bref, le rapport au texte. Enfin, le troisième, et c'est le sens pour moi d'une institution républicaine, que d'être extrêmement sourcilleuse sur ce que c'est que la loi et sur la question de savoir qui dit la loi. Et le troisième grand axe, et j'en resterai là, c'est de réinventer nos modes de mobilisation, ce que j'avais commencé à essayer d'envisager du cap aux grèves. Oui, il faut faire une guérilla sur les mots, c'est un mode de mobilisation. Quand on est dans une réunion qui veut sabrer notre offre de formation à l'université et qu'on nous dit « c'est bien, certains ont fait des efforts », quand je prends la parole pour dire ce vocabulaire, faire des efforts, il est grave puisqu'il est en train de qualifier positivement des gens qui sont en train de sabrer leur formation, et on est en train de les féliciter dans la réunion, et qu'un collègue m'objecte « comment ? C'est la police du langage ?» Eh bien non, ce n'est pas la police du langage, c'est le travail politique sur les mots, et il faut absolument nous y tenir, ça fait partie des modes de mobilisation. Ce mot-là veut dire une chose, c'est pas la même chose que ce mot-là, et donc cette discussion sur les mots pied à pied, elle doit être tenue. Je considère que c'est une modalité de grève, de mobilisation que de faire ça. Éventuellement aussi de sabotage, c'est-à-dire qu'on est dans des institutions où on nous donne des lettres de cadrage, des lignes de conduite, très souvent qui n'ont rien à voir avec la loi, qui devancent la loi supposée qui va nous arriver. Et donc il faut saboter, tout en ayant la loi avec nous, il faut saboter ces dispositifs. Ça, c'est fondamental. Construire aussi un réseau de résistance, chacun peut essayer de le faire là où il se trouve, même dans un milieu toxique. De toute façon, la résistance se construit forcément dans un milieu hostile et toxique.
Donc la logique même de la résistance, c'est on ne se met pas à résister quand les choses vont bien, quand on est dans un milieu sympathique, où tout se passe bien. On ne résiste que quand c'est difficile. Et donc c'est logique de pouvoir trouver des points de résistance, même là où on a l'impression de vivre dans un champ de ruines. À l'université, nous, on est quelques-uns, finalement. Mais on arrive à des choses. Donc, guérilla par les mots, et l'échelle, elle est multiscalaire, c'est-à-dire à la fois nationale, internationale, voir ce qui se passe ailleurs, mais aussi exactement là où on est, de manière minuscule. Tout ceci pour dire qu'il n'est pas acceptable d'entendre parler de jours heureux, non seulement par le président actuel, mais par toutes les tribunes qu'on a pu lire, totalement dépolitisée pendant le premier confinement, nous promettant des jours heureux. Il n'est pas imaginable d'imaginer quelque chose comme des jours heureux, quelque chose comme un Conseil national et un programme national de 44, si on n'a pas d'abord commencé par résister. Il y a là pour moi rien de sacrificiel, mais juste des questions techniques de ce que peut être la logique d'une mobilisation et d'une issue politique. Voilà, je m'en tiendrai là. Merci.